Merci d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV dans l'actualité. Ce lundi, ces images spectaculaires et surtout très rares d'une baleine prise au piège dans des filets dérivants. Impossible de s'en défaire, l'animal a disparu dans les eaux sénégalaises. Les plongeurs sont à sa recherche pour le sauver. Également dans l'actualité, ces agressions à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar contre des enseignants. 72 heures de grève décrétées à compter d'aujourd'hui. Le SAES est formel et exige des sanctions. Et pour apaiser le climat universitaire très tendu, les étudiants du mouvement 2H appellent leurs camarades à mesurer les conséquences de telles attitudes. Les populations de Rufisque divisées au même titre que le département. La nouvelle carte administrative crée encore des scissions et vous allez le voir dans quelques instants à travers cette manifestation des habitants de Noukourapel. La baleine a été piégée dans les eaux de Turiba à 10 km au sud du Cap Manuel. Elle s'est retrouvée coincée dans des filets dérivants. L'animal a tenté de s'échapper puis a finalement disparu avec le piège. Les écologistes sont en alerte maximale pour retrouver cette baleine visiblement en danger. Les explications de Ali Haïdar. Nous avons reçu des images d'un filet dérivant qui a capturé une baleine. La baleine est vivante et elle est en train d'essayer de se débarrasser du filet. Malheureusement, l'expérience montre qu'en général, la baleine finit par se fatiguer et se noyer. Cette opération a été signalée à Turiba, donc à 10 km au sud du Cap Manuel de Dakar. Cette baleine et ce filet dérivant se dirigeaient vers la zone de Mbour. Nous demandons à tous les pêcheurs sénégalais qui sont partout au Sénégal que s'ils voient cette baleine avec ce filet dérivant, s'ils appellent l'Océanium, à ce moment, les équipes de plongeurs de l'Océanium vont partir pour libérer la baleine avant qu'elle ne meure. Donc nous demandons l'aide de chacun de nous signaler la présence de cette baleine dans leur proximité pour que nous puissions envoyer les plongeurs aider cette baleine à se libérer. L'alerte est donc lancée également dans l'actualité de ce lundi. Cette nouvelle forme de violence notée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Des professeurs agressés et attaqués par des étudiants. Ce lundi encore, le SAES a décrété 72 heures de grève. Le syndicat des enseignants du supérieur exige des sanctions contre ces étudiants. Et pendant ce temps, la société civile universitaire appelle au calme et à la retenue. Le mouvement Campus 2H, composé d'étudiants, compte poser des actes de sensibilisation. Les détails avec Mamadou Dian et Augustin Mandan. Les étudiants regroupés au sein du Campus 2H se préoccupent de la violence qui sévit dans le temple du savoir. Ils appellent à la retenue ainsi qu'à la responsabilité des différentes parties. De vives tensions à l'égard de nos camarades étudiants et même concernant les professeurs. Le mouvement Campus 2H aussi est un mouvement de suivi et de veille. Parfois nous alertons. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu ce moment maintenant de tension pour essayer maintenant de parler. On l'a une fois dit, il faudrait qu'on situe les responsabilités où qu'elles puissent être. C'est-à-dire qu'il s'agit maintenant du camp des étudiants, qu'on le règle à travers des mesures disciplinaires. Si par exemple ça provient ailleurs, qu'on le règle maintenant, parce qu'on ne peut pas rester dans un temple du savoir et en même temps voir maintenant que la violence sévit du jour au lendemain. La société civile universitaire compte poser des actes pour un changement de comportement allant dans le sens d'obtenir une paix durable à l'UCAD. Pour ceux qui connaissent Campus 2H, on ne s'est jamais lassé maintenant d'appeler nos camarades étudiants à essayer maintenant d'adopter des comportements plus responsables. Nous l'avons fait parfois chaque année. Si vous voyez bien, on essaie d'organiser des séances, cérémonies de porte ouverte à l'issue duquel on essaie de parler aux étudiants sur, par exemple, le devoir de l'étudiant, quel est, par exemple, le comportement qu'il doit adopter vis-à-vis de ses pairs, mais vis-à-vis de ses professeurs. C'est-à-dire qu'un étudiant doit être une référence. Un étudiant ne doit pas être n'importe qui. Venir ici et semer la zizanie, essayer maintenant de transformer, par exemple, ce temple du savoir en champ de bataille, ça, je pense que ça doit être quelque chose qu'on doit dépasser. Dernièrement, le temple du savoir a été encore émaillé de violence à l'issue des élections.
d'une amicale. Le campus 2H s'indigne. Par ailleurs, la société civile demande des sanctions et que les responsabilités soient situées. Cela s'est passé vendredi à l'hôtel Pierre Delis de Toubap Dialaw alors que personne ne s'y attendait. Une bande armée de machettes a attaqué l'hôtel et des clients ont été blessés. La gendarmerie a ouvert une enquête mais le syndicat des hôteliers du Sénégal crie au scandale. Je vous propose d'écouter son secrétaire général Moustapha Kane. Un sentiment de désolation par rapport à ce qui s'est passé tout récemment à Toubap Dialaw et avant ça également. De plus en plus, on constate des cas isolés d'agression au niveau de certains établissements d'hébergement touristique de manière générale. C'est des choses que nous déplorons. Le premier élément de fréquentation, c'est d'avoir la sécurité. Il faut garantir la sécurité, ce qui va permettre l'arrivée des flux touristiques au niveau des hôtels. Si aujourd'hui nos sites ne sont pas sécurisés, ça peut remettre en cause énormément de choses. Donc, en plus que comme vous le savez, en dehors de Dakar, la plupart des établissements sont bâtis sur des sites très ouverts. Et sur de grandes surfaces, donc, où le promoteur n'a pas les moyens, n'est-ce pas, de prendre en charge toute la sécurité. Ce qui avait d'ailleurs motivé notre demande de créer une police touristique. Ce qui a été fait, il faut renforcer la police touristique en termes d'éléments. L'autre élément fondamental par rapport aux zones isolées, comme le Cap Skirring, c'est l'autre. Et là, on était arrivé avec l'accord de l'État à mettre en place des postes de gendarmerie. Donc, ça peut montrer que l'élément sécuritaire est fondamental dans le développement, n'est-ce pas, et l'exploitation, n'est-ce pas, des structures d'hébergement. Le promoteur hôtelier est quelqu'un qui a pris des risques importants pour investir. Et si maintenant sa sécurité et celles qui ne sont pas assurées convenablement, mais ça remet en cause, n'est-ce pas, tous les investissements prévus, n'est-ce pas, dans le pays. Et également, ça peut être un élément de contrainte par rapport à ceux qui souhaitent venir visiter le Sénégal. Le débat est toujours d'actualité. Le découpage administratif du département de Rufisque a divisé les populations des différentes localités concernées. Les unes veulent faire partie de la commune de Diamniadio, les autres souhaitent être rattachées à Yen. Adousso est conseiller municipal à Diamniadio. Il nous éclaire sur ces contestations. Et ces temps-ci, l'on a appris qu'il y a des décrets, des annexes du décret qui circulent, faisant dire que Ndoukhourepeul est divisé. Aujourd'hui, on ne parle plus même de deux parties, mais est divisé en trois parties. Diamniadio compte 21 quartiers, et parmi les 21 quartiers que Diamniadio compte, Ndoukhourepeul en fait partie. Ils font allusion aujourd'hui en disant Ndoukhourepeul 1, Ndoukhourepeul 2. Mais Ndoukhourepeul 1, et Ndoukhourepeul c'est un village. Le village est assez grand, c'est pourquoi on a voulu faire Ndoukhourepeul 1, Ndoukhourepeul 2. Pour garder le même nom, la même historique. Et la route de Yen, où on dit que c'est la frontière entre Ndoukhourepeul 1 et Ndoukhourepeul 2, tel n'est pas vrai. Parce que Ndoukhourepeul 1 est traversé de part en part par la route de Yen. Et il faut aussi que les gens savent que Ndoukhourepeul 1 ne peut pas aller jusqu'au croisement Yen. Ndoukhourepeul 1, et à chaque fois, ils nous disent que c'est Ndoukhourepeul qui est dans la commune de Yen. Et il y a une autre partie qui est dans la commune de Diamniadio, ce que nous n'acceptons pas, parce que nous n'avons vu aucune réalisation que Yen a fait de nous. Nous ne l'avons pas vu. Et nous sommes considérés dans la commune de Diamniadio, nous sommes recensés là-bas, toutes nos activités sont là-bas, nous sommes éligibles là-bas. Nous avons une seule ASC. Moi qui vous parle, je suis le président de l'ASC de Ndoukhourepeul. Ce n'est pas de Ndoukhourepeul 1 et Ndoukhourepeul 2. Nous avons un seul imam ratib. Dans l'actualité politique, les élections locales prévues en janvier 2022, Thierno Lo annonce son retour et déclare sa candidature pour la mairie de Darou-Mourti. Le leader de l'Alliance pour la paix et le développement APD, Gomse Bop, estime que sa localité peine à se développer en raison justement d'une mauvaise gestion de ses ressources internes. Le voici. En visite à Mbaké, le leader de l'Alliance pour la paix et le développement APD, Gomse Bop, par ailleurs président du conseil d'administration du CNTR, Thierno Lo annonce son retour sur la scène politique et déclare sa candidature aux prochaines élections municipales et départementales. Je n'ai jamais rien demandé. J'étais en train de m'occuper de mon école du parti, de mes jeunes pour les former.
des Sénégalais ont vu ce que j'étais en train de faire. Et il y a un regroupement extraordinaire de cadres de haut niveau et de patriotes sénégalais qui sont venus me demander de m'impliquer de plus en plus parce que j'impacte sur ce qui se passe dans ce pays-là. Parce que j'ai appris à dire à mes jeunes, débattons sans nous battre et assumons. C'est ça qui me pousse maintenant à vouloir reprendre de l'activité politique, d'abord dans le département de Kébémer. Je pense que je vais reprendre ce qui m'appartenait. Ce qui m'appartenait, je vais le reprendre. J'avais décidé de laisser des jeunes, de les encadrer. Mais j'ai regardé au niveau du département de Kébémer. J'ai vu qu'il n'y a aucun changement. Et que la zone nord est une zone nord qui renferme des potentialités. Concernant la sortie politique de son frère, l'ancien ministre de l'Environnement se veut clair. C'est moi qui l'ai fait. Je ne lui en veux pas et je vais le récupérer, l'aider à continuer à gérer son garage et sa famille, mais j'en veux à certaines personnes. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire à mes jeunes qui sont ici que la politique ne doit pas diviser des familles. La politique ne doit pas diviser des amitiés. Quand des gens qui savent qu'Omar est de même père et de même mère que moi, qui savent qu'Omar ne peut rien gagner parce que c'est mon produit, c'est moi qui l'ai fait. Au lieu de l'arrêter, se mettre derrière Omar, ils sont en train de s'immiscer dans les affaires d'une famille, ils sont en train de diviser des familles et c'est malsain. Actuellement allié à la mouvance présidentielle, Thierno Lo et ses militants s'engagent à donner la victoire à la coalition Benno Bokk Yakaar au soir des élections locales à Darou Mouhty. Merci beaucoup, Goran Aklo et Thierno Faye. Il y a aussi Mamadou Dione qui veut être candidat pour la mairie de Diass. Il s'agit du directeur général du COSEC, le Conseil sénégalais des chargeurs. Et Mamadou Dia dit vouloir propulser sa commune vers de nouvelles perspectives. Regardez. L'équipe municipale peut se décharger de son pesant poids. Nous allons l'y aider sans aucune logique de revanche, car ses membres sont nos parents. Nous sommes prêts à faire preuve de tolérance. Le train de la commune de Diass a déraillé depuis longtemps. Nous allons le remettre sur les rails. Nous sommes prêts à dialoguer avec tout le monde. Nous viendrons dans une logique unitaire. Mais une chose est claire, on sera très intransigeant sur la nécessité de redresser cette commune et de la replacer sur la rampe de l'émergence. En bref, nous sommes venus porter une candidature. Mais il faut savoir que nous avons un projet communal qu'il faut enrichir au contact d'autres réflexions. Mais c'est un projet communal bancable. Le carnet d'adresse de Mamadou Dione à l'international et dans ce pays suffit à régler les problèmes de la commune. Seul Dieu est un soutien sûr, mais il faut accepter son décret. La mouvance présidentielle Benno Bokk Yakaar se réajuste aussi en vue de ces élections locales de janvier 2022. Plus d'une quinzaine d'organisations ont signé une convention pour désigner un candidat unique pour la mairie de Rufisque-Ouest. Installer une politique de développement, le slogan décrit par le président du conseil départemental et coordonnateur de Benno Bokk Yakaar à Rufisque-Ouest. Il s'appelle Souleymane Doye, des propos recueillis par Babacar Seck. Soucieux de l'avenir de notre commune et de la nécessité de rompre avec les politiques désastreuses en cours, accéder aux valeurs sociétales, à la justice sociale, à l'équité, à la transparence et à la bonne gouvernance, adepte d'une politique de développement inclusive, participative, impliquant toutes les composantes sociales, animé par un esprit patriote et des actions par tous et pour tous, constatons unanimement un territoire au bout du gouffre sans structure de développement, un piétinement de l'éthique et des valeurs positives, le culte de l'enrichissement facile et illégal, une politique mal orientée et la violation des normes républicaines, un entretien malsain du clientélisme politique, une persistance du chômage, du sous-emploi et de l'insécurité, une absence de vision pour un avenir radieux, l'épanouissement et le progrès de chaque citoyen. Tirant conséquence de ce qui précède, nous nous proposons résolument à œuvrer pour la promotion d'une réelle solidarité, d'une paix durable et d'un progrès constant.
Les événements inédits du 23 juin 2011 commémorés ce mercredi. Des hommes politiques absents ou derrière les rangs à l'époque appellent aujourd'hui à la mobilisation. Cherchent-ils à récupérer l'esprit de cette manifestation spontanée et surtout populaire? Un acte qui pourrait être qualifié d'indigne, voire déplacé vis-à-vis de ces Sénégalais tombés pour la bonne cause. Un commentaire de Khalifa Diakhaté par devoir de mémoire. Non, la commémoration du 23 juin 2011 ne saurait être au service de quelque dessein politicien que ce soit. Ce serait une insulte à la mémoire collective, à l'histoire, une injure à la mémoire des dizaines de vrais patriotes morts pour la patrie et la patrie seulement. Ne dit-on pas que le journaliste est l'historien du présent de son temps? Alors, ma conscience professionnelle m'interdit d'assister à fond, comme pour éviter de déplaire à des appels à la mobilisation pour une survie politique et une lutte crypto-personnelle aux antipodes des raisons légitimes pour lesquelles ce jour-là, tout le peuple a investi la place Soweto, la place de France, toutes les places publiques sur tout le territoire national pour dire « ne touche pas à ma constitution ». Ce jour-là, toute l'opposition, toutes les têtes d'affiche d'alors, dont l'actuel chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale, étaient à la remorque de simples citoyens sortis spontanément du confort de leur domicile pour affronter l'enfer de la violente répression qui a coûté des vies durant toute cette période précédant la deuxième alternance au Sénégal. Tous les âges étaient dans la rue contre le vote de projet de loi qui laissait entrevoir une volonté de dévolution monarchique. C'était en 2011 et les locomotives du mouvement spontané sont encore là, bien vivantes. Elles se battent toujours pour combattre des velléités similaires, mais par devoir de mémoire, elles ont aussi le devoir de refuser toute tentative de récupération de notre victoire nationale, de la victoire de la démocratie. Beaucoup de ceux qui ont l'âge de voter aujourd'hui doivent avoir de vagues souvenirs de ce moment historique. Alors contons-leur la vérité des faits. Disons-leur que c'est le Sénégal qui, debout comme un seul homme, a barré la route à cette loi démocraticide. Qu'il n'a eu besoin de l'impulsion d'aucun politicien, bien au contraire, et que ce peuple est toujours là. Kilifeu de Y'en a marre sort à peine de prison pour avoir été aux côtés de travailleurs opprimés. Rejetons le populisme vampirique qui se nourrit de nos aspirations, assombri par une conjoncture mondialement morose. Le seul mouvement de jeunes qui aurait pu réclamer légitimement la tête de gondole de la libération sans conteste est adulé, comme toujours d'ailleurs, par des affaires de pouvoir prêts à verser le sang d'innocents pour ensuite brandir des cadavres qui, de l'au-delà, sans doute, les maudissent déjà en attendant de pouvoir solder leur compte devant Dieu. C'est connu, il n'est pas de bon ton sous nos cieux de relever des errements et des dérapages d'opposants au risque de glaner une étiquette de vendu, de corrompu, mais Dieu reconnaîtra les siens. Mais la vérité et le salut du peuple valent beaucoup plus que nos égos insignifiants devant l'intérêt général. Donc, nous n'accepterons jamais qu'une mégalomanie titubante de l'ivresse d'une certaine popularité de circonstances chevauche la conscience collective une nouvelle fois pour la mener, une fois de plus, dans une arène souillée de pulsions primaires, prête à monnayer le sang de pures innocences abusées grâce à un modus operandi digne de Troisième Reich tropicalisé. Alors tous, nous n'avons pas le droit d'accepter que l'on salisse notre révolution du 23 juin. Nous l'avons menée seuls, les politiciens derrière. Nous connaissons la recette. Alors, restez derrière les rangs, comme d'ailleurs ceux du pouvoir qui pourraient à la limite se joindre à la commémoration, notre commémoration, parce qu'ils ont été tout de même de la partie, s'ils veulent bien, bien sûr, prendre leur piqûre de rappel par la même occasion. Car après le 23 juin 2011, plus aucun homme politique ne devrait être en mesure de mener les Sénégalais dans un champ de bataille parce que le peuple a appris ce jour-là à mener ses combats, les vrais combats, et à les mener seul. Il était question de refuser un énième tripatouillage de la Constitution. Cette fois-ci, s'il est question de dénoncer un ni oui ni non à un troisième mandat, oui, ça colle, mais pas derrière un homme politique qui qu'il soit. C'est bien loin de l'esprit du 23 juin à ne surtout pas profaner. Mamadou Diop, à jamais dans nos cœurs, rien que pour toi, frère, ainsi que pour tous ceux qui sont morts pour dire « touche pas à ma constitution », je refuse d'être complice de cette mascarade, de cette manipulation. Le 23 juin n'est pas un instrument
ni de l'opposition, ni du pouvoir. Cette date appartient au peuple et vous y êtes conviés en tant que Sénégalais. Mais c'est tout. Des événements qui seront donc commémorés ce 23 juin 2021. L'Institut islamique El Hadj Abdoulaye Niasse de Kaolack va bientôt disposer d'un nouveau bâtiment qui viendra renforcer les apprentissages. 6 nouvelles salles de classe en plus d'une autre salle de conférence. Le projet estimé à 100 millions de francs CFA d'Amassar. Le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack a lancé les travaux d'un bâtiment d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA à l'Institut islamique franco-arabe El Hadj Abdoulaye Niasse. Un bâtiment composé de 4 salles de classe et d'une salle de conférence. Les travaux devraient durer 3 mois. Un bâtiment de, pour le moment, 4 salles de classe, une salle de conférence qui peut accueillir plus de 100 personnes, des bureaux, mais aussi une salle informatique et des toilettes filles et garçons. Le projet initialement prévu, c'était 50 millions, mais avec l'étude technique, parce qu'il faut prendre en compte aussi l'effet climatique, comme je l'ai dit tantôt, le projet avoisine à peu près 100 à 110 millions. Un projet comme ça, normalement, ça prend une année pour que ça finisse. Mais nous avons un challenge avec le président Serigne Mboup, que vous le connaissez, c'est de le faire en 3 mois. On est bientôt à la fin de l'année scolaire. L'idéal, c'est de l'ouvrir avant l'ouverture de l'année prochaine, donc en octobre. Donc en 3 mois, nous nous engageons pour finir les travaux. Le directeur de l'Institut islamique franco-arabe El Hadj Abdoulaye Niasse salue l'initiative. Quand je suis venu voir Serigne Mboup concernant l'Institut islamique El Hadj Abdoulaye Niasse, il m'a dit que chaque année, je donnerai 2 millions de francs CFA pour le paiement des salaires. Mais Serigne Mboup est allé encore plus loin, puisqu'il s'est engagé à construire un bâtiment plusieurs millions de francs CFA. Cette cérémonie s'est déroulée sous la présence du Khalif général de Medina Baye, Cheikh Mahi Ibrahima Niasse. Le reste de l'actualité sur les médias, le groupe CNM Challenge Neo Media vient d'inaugurer sa télévision digitale. Plusieurs programmes et perspectives annoncées dans le but d'inaugurer, nous dit Seydou Babou. Challenge New Media, une nouveauté sous nos tropiques. Lancée en janvier 2021, l'objectif de cette nouvelle chaîne est de devenir la première télévision digitale en Afrique de l'Ouest, en croire son PDG Moussa Faye. L'idée, c'est venir apporter notre touche dans le milieu audiovisuel, donc avec de nouvelles approches. Nous avons opté pour mettre une télévision 100% digitale. D'abord parce que on sait que l'avenir de la télé, c'est dans le digital. Et nous nous sommes fixés comme objectif d'asseoir une crédibilité là-bas. La télévision 100% digitale entend mettre en avant les jeunes pour mener à bien ce projet, d'après le directeur général Aboubacar Guissé. Et on s'est donné comme ambition de travailler avec des jeunes talents, de promouvoir la jeunesse et d'utiliser le digital, parce que la télévision de demain, c'est le digital. Donc on va se spécialiser sur ce créneau-là, on va diffuser sur le digital. Et comme j'ai dit dans mes programmes tout à l'heure, ça va être un peu plus large que les chaînes classiques. Pour apporter sa pierre à l'édifice dans le milieu audiovisuel, CNN compte faire 4 heures de direct tous les jours, partout au Sénégal. À part le digital, je dirais que c'est le direct. On aura des équipes à Dakar et dans les régions qui vont diffuser les événements qui sont importants et qui vont intéresser les Sénégalais. On aura 3 heures, 4 heures de direct par jour et sur des événements qui peuvent aller, comme je disais tout à l'heure, l'audience du tribunal, dans les marchés, dans les rues, des grèves, tout ce qui peut intéresser les Sénégalais. Apporter une touche personnelle dans le secteur médiatique, c'est la devise de cette télévision digitale qui vient d'être inaugurée. Et la fenêtre s'ouvre ce soir sur la Guinée. Ça y est, c'est la fin de l'épidémie d'Ebola. 42 jours après le dernier cas confirmé, les autorités guinéennes ont officiellement déclaré la fin de la 2e épidémie. Et nous allons tout de suite retrouver à Conakry Mamadou Mokhtar Soirée. Bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de ITV. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous annoncer une nouvelle très très bonne parce que oui,
En Guinée, l'on a annoncé ce week-end la fin donc de l'épidémie à virus Ebola. Vous vous souvenez, il y a 4 mois, l'on avait annoncé donc un premier cas donc en Guinée, et puis ensuite très rapidement ça a gonflé, il y a eu d'autres cas. Et finalement donc l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en partenariat avec les autorités à travers le ministère de la Santé, l'ont annoncé ce week-end à Zérékoré, donc région dans laquelle donc il y a eu donc ce cas qui s'est donc révélé. Alors finalement, on se rend compte que c'est une très bonne chose. Le bilan, évidemment, c'est un bilan assez lourd. Il s'agit donc d'un bilan qui a fait à peu près 12 morts, et c'est clairement beaucoup, mais l'on est heureux de savoir que ils ont pu très rapidement donc contenir cette pandémie. Et puis les Guinéens aujourd'hui souhaitent surtout, parce qu'il faut dire que c'est la deuxième fois donc que l'on vit donc une épidémie en Guinée. Et donc les Guinéens souhaitent surtout cette fois que les autorités ne rentrent pas simplement à Conakry et sans qu'il n'y ait mise sur pied d'un processus sérieux de suivi, d'évaluation, de contrôle, pour éviter donc de nous faire surprendre par une autre épidémie qui pourrait être peut-être bien lourde de conséquences. En tout cas, on est heureux de savoir que finalement, oui, nous restons simplement maintenant avec la Covid, avec une situation économique, vous savez, difficile pour les Guinéens, mais Ebola à moyen, c'est beaucoup de satisfaction donc pour les Guinéens. Voilà un peu l'actu qui prévaut ici actuellement. Il faut dire que les Guinéens sont donc heureux de savoir que l'épidémie à virus Ebola a donc rebroussé chemin, ou toute main est partie, et que maintenant finalement ils vont devoir donc penser à autre chose, peut-être à contenir la Covid-19. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Bonne suite des programmes sur ITV.